Il y a des œuvres qui vous attrapent et qui ne vous lâchent pas. Elles restent dans votre esprit car elles vous touchent profondément. Elles grandissent en vous après les avoir vues. Votre vision de ces dernières évolue. Et même, parfois, elles vous permettent de comprendre certaines choses sur vous-même, de mettre des mots sur des sentiments absolument indescriptibles. Boisvert a été cette œuvre pour moi. Elle était étrangement fascinante tant sa narration était cryptique, mais tout en laissant parfois entrevoir de sombres indices, laissant sous-entendre qu'une histoire déchirante se déroulait sous mes yeux. Je me rappelle de la première fois que j'ai regardé Take Care, la première vidéo de l'œuvre. Il devait être 3 heures du matin et j'errais sur YouTube lorsque cette vidéo m'a été proposée une énième fois. J'ai finalement cliqué et là, ce que je ressentis n'était pas uniquement de la peur, mais surtout une envie de comprendre ce que je venais de voir, car cette vidéo avait une longue suite. J'avais déjà réalisé une vidéo sur Boisvert il y a maintenant plus de 3 mois, mais en m'y intéressant à nouveau afin de vous proposer une seconde partie, mon regard sur la série a commencé à changer, si bien que je ne me reconnais plus trop dans cette première vidéo sur le sujet. Je tenais donc à tout recommencer. La vidéo que vous regardez actuellement se concentre donc sur l'entièreté de la série, de Take Care à son dernier épisode. Vous n'avez donc pas besoin d'avoir vu ma première vidéo, que j'ai d'ailleurs mise en non répertorié pour comprendre celle-ci, et si vous l'aviez déjà vue, je vous propose soit de redécouvrir toute l'œuvre avec moi, ou alors d'aller au timecode suivant qui vous amènera directement là où j'avais pu arrêter mon analyse la dernière fois. Maintenant que tout est dit, replongeons dans la sombre histoire de Boisvert. Take Care nous introduit ce premier personnage. Il habite cet endroit minimaliste et aucun nom ne nous est mentionné pour le moment. Je me contenterai donc d'appeler cette créature l'ombre blanche. Notez qu'un détail peut déjà mettre mal à l'aise. Cette créature a l'apparence similaire, mais beaucoup plus sombre, l'observant pendant une fraction de seconde. L'ombre blanche affirme traverser des temps difficiles durant lesquels il s'efforce de rester productif. Ce qui se manifeste de la sorte, il se lève à une heure raisonnable, fait du sport, dessine, mais surtout, il ignore des bruits qui émanent de l'étage inférieur, des bruits qu'il parviendra à ignorer le temps de sa production, mais qui finiront tout de même par devenir réellement absorbants. Il descendra donc ces longs escaliers afin de comprendre, et il se retrouvera en face de cette chose qui fixait étrangement le coin de la pièce. C'était elle qui faisait du bruit et qu'il observait au début de la vidéo. Et c'était aussi elle qu'il tentait de dépeindre dans son dessin. Elle semble clairement menaçante. Ce qu'il en ressort, c'est que cette entité que nous allons appeler l'ombre noire pour le moment, semble clairement savoir quelque chose sur son homologue de couleur blanche. La suite nous présente un jeu vidéo, Tenant, la démo d'un jeu qui n'existera jamais si on se fie au titre de cette seconde vidéo. On nous évoque un premier nom, Uriel, qui est probablement celui de notre protagoniste. Il évolue dans un complexe d'appartements et ce personnage, le réceptionniste, lui explique que sa tâche est en gros d'aller faire du porte-à-porte afin de virer les habitants qui auraient commis des infractions. Pour ce faire, il se doit de descendre au premier étage et d'expulser tous les occupants qui ont une porte, je cite, non marquée. Une porte correspond en effet à ce critère. Uriel l'ouvre, allume sa lampe de poche pour voir l'intérieur de l'appartement et... il semble s'être retrouvé en face de quelque chose. No input, nous est-il indiqué. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? La vidéo suivante sera un peu plus évocatrice. Nous y voyons cette entité. Est-ce l'ombre noire ou une créature différente? Ça, nous le verrons bien plus tard. Quoi qu'il en soit, il ne semble clairement pas à son aise dans cette pièce.
Il affirme que les gens autour ne savent pas quelque chose sur lui et ça l'oppresse véritablement. Il finira d'ailleurs par vriller complètement, sans prêter la moindre attention supplémentaire à cette fête autour de lui. Cette quatrième vidéo est particulièrement importante à la compréhension de l'univers de Boisvert, et elle est la première source de lumière qui viendra éclairer cette histoire. Nous revoilà dans la chambre de l'ombre blanche. Les traits semblent plus gras et distordus, et la noirceur de la couette, qui était un élément rassurant dans Take Care, nous met la puce à l'oreille. Il s'est clairement passé quelque chose depuis la dernière fois. L'ombre blanche paraît effectivement perturbé. Il affirme que ça fait 1 an maintenant que quelque chose se déroule et que le cycle continue. Il observe ensuite les gens par la fenêtre, mais ils paraissent étrangement grands et il finira par se retrouver à nouveau dans sa cave. Il s'y terre et culpabilise réellement d'y rester. Il n'est plus productif, son regard sombre reste figé sur sa feuille à dessin sans être capable d'avancer sur ce dernier. C'est dans ce moment de culpabilité extrême que le premier indice nous parviendra. L'ombre blanche se fracasse la tête contre son bureau, ce qui le changera intégralement. L'ombre noire et lui ne font en réalité qu'un, ils sont une seule et même personne. Mais du coup, ce premier épisode, qu'est-ce que ça voulait dire ? La suite nous présente 2 nouveaux personnages. Pour commencer, cette entité sombre, portant un masque similaire à celui de l'ombre noire dans la vidéo de la fête. 2 choix s'affichent à l'écran, continuer ou quitter, et ce dernier fait le choix de continuer. Son visage se déstructure alors et la vidéo switch de point de vue pour nous montrer ce second personnage à l'apparence animale. Il semble avoir été agacé par le choix de la créature au pic qu'il finira par poignarder à l'aide d'une de ses dents, qui sont visiblement des couteaux. L'autre semble profondément triste vis-à-vis de ce qu'il vient de se passer. Il a été forcé à faire l'autre choix, comme nous l'indique cette écriture en arrière-plan. Accrochez-vous à partir de là, car si tout cela pouvait déjà paraître étrange, les prochains épisodes vont commencer à devenir particulièrement cryptiques. I Met a Beautiful Angel nous introduit à cette figure inquiétante, l'ange qui parle avec cette version tentaculaire de l'ombre au pic. A chasm appears upon the face of my watch. My past decapitated. I search blindly for what I will not find. Blinded by your own hand, as surely as if you had held the burning garden. 1,000 decisions made in the name of a desecrated existence. Look up from your watch and tell me when you will grant forgiveness to the one most lacking. When it is deserved. Il semble lui prodiguer des conseils, mais nous n'en comprendrons pas plus pour le moment. Que voulait-il dire, par exemple, par « mon passé décapité » ? Je cherche aveuglément ce que je ne trouverai pas. Et ces créatures qui les entouraient lors de cette discussion, qui sont-elles ? Nous ferons ensuite la rencontre de cette entité fantomatique drapée de blanc, le complexe.
Il semble peiner à communiquer avec nous, ses lignes de dialogue sont systématiquement troublées par des glitches et il finira par lui apparaître des membres supplémentaires se reposant sur des béquilles. Dans la vidéo suivante, nous retrouverons l'ombre noire masquée, mais dans un état de tourmente certaine. I have seen it. I have heard of it. To draw near without reprisal. Bridge the chasm. I have sought you out. But it is to no avail. I am immobilized. Il erre dans les corridors de cet endroit et finira, après avoir descendu ses escaliers, par ressurgir de ce gouffre. You will see in my eyes. Here. Tout semble particulièrement oppressant pour lui dans cette vidéo. Ses mains qui cherchaient à l'attraper lorsqu'il marchait, ces statues bizarres construites au milieu de nulle part, cette tombe et ces figures angoissantes l'observant. On assiste clairement avec impuissance à quelque chose de réellement terrifiant pour l'ombre noire masquée. Il a peur de quelque chose. Il cherche à accorder son pardon à quelqu'un sans être capable de le faire. Il semble véritablement souffrir au même titre que l'ombre blanche. L'ange affirmera ensuite encore une fois son rôle de conseiller. Nous ne voyons pas son interlocuteur cette fois-ci, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est ce qui est caché dans les sous-titres à la toute fin de la vidéo. Quand est-ce qu'une maison devient-elle un complexe ? Vous pensez que ça se réfère à cette créature qui était aussi appelée complexe ? C'est assez probable. Voici en tout cas la dernière vidéo que je vais vous décrire de la sorte. Après Zoning Ordinance, Bois Vert prend un tournant encore plus symbolique, et je pense sincèrement qu'il sera gentiment temps de vous donner les clés de compréhension de l'œuvre. Rappelez-vous, dans Continue, l'homme à l'apparence animale avait poignardé l'ombre au pic. Il ramène alors son corps au complexe, mais ce dernier ne réagit pas de la manière escomptée. Il semble directement vouloir venger l'ombre au pic, dont le corps finira par tomber dans ce trou abyssal au milieu de la pièce, dans lequel se trouve l'ombre noire. Il dévorera alors la chair de l'ombre au pic, avant de se prendre un couteau de l'homme-chien en pleine tête, ce qui l'amènera à son tour, face à l'ange. Can you picture an empty room with yourself at the center? Answer me quickly and honestly. Can you picture an empty room with yourself at the center? I don't know. Is there still enough space in the hallway to continue? I don't know. The complex is an aberration, yet you have treaded a hole within yourself that only it may fill. Do you know what you must do? I don't. Cry out, for there is slaughter in the New Jerusalem. Cry out, so that one may ignore.
Il est devenu cette chose monstrueuse, sa nouvelle force lui permettra de venir à bout du complexe. Les personnages disparaîtront alors, laissant apparaître ce graffiti étrange d'une entité possédant des caractéristiques de tous les autres personnages. C'était quoi cette pièce? Que signifient réellement ces masques et qu'est-ce que nous venons de regarder? C'est normal que ces questions soient restées en suspens et il est temps pour moi de vous donner des réponses. Voici une gravure datée de 1514 de la main d'Albert Dürer, un artiste allemand. Je vous la présente pour une raison très précise, sa symbolique. Nous y observons une femme à l'air mélancolique. Elle semble se trouver dans un environnement chaotique, mais reste pourtant de marbre. Sa tête repose sur sa main, suggérant une réflexion importante. Beaucoup d'outils peuvent aussi être aperçus, néanmoins ils ne servent à rien. Ils traînent négligemment par terre ou alors leur placement ne fait aucun sens, comme cette échelle amenant au sommet de ce bâtiment sans fonction qui semble juste porter des éléments symboliques. On nous dépeint une certaine passivité, mais une passivité certainement forcée par l'état psychique de la femme. Tout respire l'isolement et la mélancolie dans cette œuvre, et le regard sombre de cette dernière nous indique qu'elle est certainement en proie à de plus forts tourments qu'une simple mélancolie passagère. À ce propos, dans le fond du dessin, nous pouvons lire le titre de la gravure, Mélancolia 1. Cette gravure de Dürer est souvent considérée comme l'une des premières œuvres dépeignant la tristesse et plus particulièrement le trouble dépressif de manière symbolique. On était au XVIe siècle, les codes artistiques et symboliques étaient différents, mais il s'agissait de l'une des premières démonstrations de l'intérêt de certains artistes pour les notions de santé mentale. Vous commencez certainement à voir où je veux en venir. Qu'en est-il de ce type d'œuvre 500 ans plus tard? Boisvert est en vérité une peinture psychique, celle de ce personnage que nous suivons depuis le début de la série, Auriel. L'œuvre cherche en vérité à nous illustrer la dépression, la mélancolie et l'isolement, et ce avec des codes bien différents, bien plus cryptiques peut-être, que dans l'œuvre que je viens de vous présenter. Et pour vous expliquer cela au mieux, je pense que je me dois de vous présenter plus précisément les protagonistes de notre histoire. L'homologue de couleur noire d'Auriel est appelé Rum. La première fois, il apparaît comme une menace planante au-dessus d'Auriel. Il l'observe à travers sa fenêtre et il finit même par entrer dans son domicile. Il est clairement présenté comme un antagoniste, mais il n'y peut pas grand-chose, et ce pour une raison très simple. La première fois que le rapport entre ce dernier et Auriel devient évident, c'est dans la 4e vidéo de la série, qui s'inscrivait clairement dans une version parallèle de Take Care. Effectivement, lorsqu'Auriel se fracasse la tête de rage contre lui-même, Rum fait son apparition. Il incarne un amalgame de pensées sombres et déprimantes. Dans Take Care, la dépression et la mélancolie guettaient Auriel qui se mentait à lui-même dans le but de rester productif et de ne pas culpabiliser. Ceci dit, il ne put se mentir éternellement et il finit bien par comprendre que quelque chose clochait, qu'il n'était plus capable de faire quoi que ce soit, tant sa santé mentale se détériorait à vue d'œil. D'ailleurs, cela était déjà sous-entendu dans la description de Take Care avec le mot decay ou décomposition en français qui nous disait très concrètement dès le début de la série qu'un mal inconscient commençait à ronger Auriel. Et malheureusement, ces premiers épisodes nous évoquent des symptômes dépressifs courants, comme dans Tenant par exemple, que j'interprète sincèrement comme une simulation de l'esprit d'Auriel qui viendrait nous montrer à quel point il souffre. La créature de l'appartement non marqué, était-ce vraiment un monstre ou simplement le symbole d'une anxiété sociale persistante et d'une personne avec qui Auriel se sentirait mal à l'aise? C'est pour moi ce que suggérait le no input. Auriel n'a pas su comment se comporter lors de cette interaction et il resta figé de peur face à l'individu en face. Il n'a pas répondu à ce dernier, d'où le no input. D'ailleurs, dans They Don't Know, cette créature masquée, qui est en vérité Rum, semblait particulièrement oppressée, et il affirmait à la manière de ce Memo Jack très connu que les gens autour de lui ne savaient pas quelque chose sur lui. Il les observait s'amuser, le regard sombre, sans comprendre pourquoi ils n'auraient pas droit à ce même bonheur. C'est sa tristesse et ses pensées négatives qu'il leur cachait, ce qui l'a poussé d'ailleurs à s'enfermer dans ses propres pensées, ce qui l'amènera à cet état complètement psychotique.
Les deux personnages qui suivent sont ceux-ci. Ils sont aussi visiblement les composantes d'un système psychique plus grand, et afin d'éviter les répétitions, je me propose de les appeler par les noms que leur ont donné la communauté autour de Boisvert, respectivement le dieu marionnette et Dogtooth. Tous deux semblent clairement symboliser des concepts opposés. Dogtooth a été réellement agacé par la décision du dieu marionnette, celle de continuer. Et effectivement, le dieu marionnette est souvent considéré par les fans comme la représentation d'une lointaine lueur d'espoir pour Uriel, mais qui sera en permanence persécuté par Room et Dogtooth car ils sont l'allégorie de ses opposés. La tristesse, le cercle infernal des pensées déprimantes pour Room, et surtout la violence et les pulsions autodestructrices pour l'homme bête. Tout son chara-design sous-entend une forme de brutalité, son aspect bestial, les couteaux qu'il a en guise de dents dont il va se servir pour poignarder le dieu marionnette. D'ailleurs, dans ma première vidéo, j'avais interprété ce quitte comme le fait de mettre fin à ses jours, car l'espoir aurait totalement quitté Uriel à ce moment-là, mais au vu de la fin de la vidéo, il est probable qu'il s'agisse là simplement d'une perte d'espoir, sinon la série se serait probablement arrêtée au moment où Dogtooth l'a forcé à quitter. Quoi qu'il en soit, il est clair que l'homme-chien a été attiré au moment où le dieu a fait son choix, celui de continuer, de garder un semblant d'espoir, un choix qu'il ne comprend évidemment pas, puisqu'il incarne lui-même une notion inverse. Il n'est pas délibérément méchant et violent, il incarne simplement ses concepts, il est contraint d'infliger cela à l'âme d'Uriel, de la même manière que le dieu marionnette se doit de garder espoir. D'ailleurs, ce texte qui s'affichait durant la vidéo est clairement un message d'espoir. Je ne sais pas si je peux dire honnêtement que j'ai de l'animosité envers moi-même, peut-être que oui, cependant, ce n'étaient que des lâches et des lâches qui m'ont menti sur leur lâcheté. Quoi qu'il en soit, il n'en reste pas moins que je les tuerai. Je vais y mettre fin immédiatement, ici et maintenant, car c'est la seule façon pour moi de passer à autre chose que l'horrible peur dans laquelle j'ai vécu pendant des décennies. Je sais que ma vie est moi-même, oui, moi-même, que tout cela peut être beau. Je peux vivre dans la beauté, si ce n'est pas pour toujours, au moins pour suffisamment de temps dans ma vie pour savoir qu'elle est réelle et qu'elle est accessible, qu'il ne s'agit pas d'un rêve de lâche oisiveté. Tu seras enterré 6 pieds sous terre, où tu n'auras aucun espoir de ramper entre moi et ma belle vie. La dualité dans ce texte illustre très bien le comportement du dieu marionnette. Il y croit sincèrement au plus profond de lui. La vie d'Uriel peut être belle, mais sa rancœur l'empêche de trouver le chemin de la guérison. Je me dois maintenant de vous parler de l'ange, ou des anges car leur apparence change souvent dans la série. Ils semblent incarner quant à eux une sorte de pensée raisonnable, ce que Freud appelait par exemple le surmoi, une composante psychique abstraite qui viendrait réguler les pulsions symbolisées par les autres personnages en les raisonnant directement. Ils sont empreints d'imagerie biblique et dispersent souvent des versets dont le sujet est lié à ce qu'il se passe en même temps dans la série. Je ne vais pas vous les lire dans cette vidéo car ils n'apportent pas vraiment d'informations supplémentaires, mais tout ça pour dire que les symboles bibliques ont une place toute particulière dans Boisvert. Mais ça, on en reparlera beaucoup plus tard dans la vidéo. Les anges s'expriment aussi de manière cryptique, mais ce qu'il ressort de cette discussion, c'est que le dieu marionnette se doit d'accorder son pardon à quelqu'un pour que la psyché dont il est la composante avance dans sa guérison. Une guérison qui n'est pas exempte de tout espoir, car ces créatures sont en vérité les marionnettes, des manifestations de la propagation de ce même espoir dans la psyché d'Uriel. Et toute cette psyché en elle-même a aussi un symbole, celui du complexe, un terme qui en psychologie désigne, je cite, un groupe ou un système d'idées ou d'impulsions liées qui ont une tonalité émotionnelle commune et exercent une influence forte, mais généralement inconsciente, sur les attitudes et le comportement de l'individu. Ce n'est certainement pas un hasard. L'ange posait d'ailleurs cette question, quand est-ce qu'une maison devient-elle un complexe ? Et la réponse est évidente, lorsqu'elle n'est pas seule, lorsqu'elle est connectée à d'autres bâtiments. Une âme symbolisée de la sorte est un complexe composé de ces différentes facettes, l'espoir, la neutralité, la vengeance ou du moins la violence, la tristesse. Bref, je pense que ce personnage fantomatique est une sorte de fusion de tous les autres. Il repose sur des béquilles comme il repose sur l'existence des autres personnages de la série pour exister, et c'est donc absolument normal que dans ces moments de tourment intenses, ils finissent par changer d'apparence, pour devenir plus menaçants et déstructurés. Les 3 autres vidéos que j'ai pu être amené à vous décrire précédemment sont les premières retombées de la santé mentale défaillante d'Uriel. Room erre sans but, il a bien compris qu'il était la cause de tout ce qu'il se passe. Il tente de faire un travail sur lui, certainement représenté par ce chemin tortueux et parsemé d'éléments étranges, un chemin qui l'amènera à renaître et à accepter la peur. Non, pas vraiment, car Boisvert dissimule souvent des doubles sens à travers des codes QR, des indications supplémentaires trouvables dans les sous-titres, ou encore des codes Morse.
En effet, Room ne cherche pas délibérément la peur, il a déjà peur, il cherche précisément à s'en extirper, et le sous-titre nous le confirme. Il cherche en vérité ne serait-ce qu'un semblant d'amour, mais il reste immobilisé sur place à cause de la rancœur du dieu marionnette qui se propage au sein de l'âme. C'est peut-être même pour ça que l'ange de la vidéo suivante n'a pas d'interlocuteur. Il est une entité en partie omnisciente qui a bien compris que les agissements des composantes de son âme se répercutaient sur les autres. Il leur parle à tous et termine sur cette phrase emplie de symbolisme. Quand est-ce qu'une maison devient-elle un complexe? Afin de leur faire prendre conscience que tout part en vrille car ils ne travaillent pas ensemble, ils se combattent sans comprendre qu'ils existent tous ensemble. C'est à partir de là qu'un semblant de guérison commencera à se manifester. Dogtooth ramènera tristement le corps du dieu marionnette au complexe dans l'espoir de réparer son erreur, mais ce dernier ayant été complètement déstructuré par les agissements des autres, il cherchera immédiatement à venger cette forme de disparition de l'espoir. L'âme en veut à sa facette violente d'avoir induit des comportements autodestructeurs, et le corps du dieu finira par chuter dans le trou où se trouve Room, qui le mangera, gagnant alors certaines de ses caractéristiques qui étaient pourtant des notions opposées, avant de se prendre en pleine tête un couteau de Dogtooth, ce qui le ramènera tout comme le dieu marionnette, en face de l'ange, comme si l'excès de violence symbolisé par le couteau nous démontrait que cette facette d'Uriel avait eu des répercussions sur ses actions du monde réel, le poussant alors à une prise de conscience. Étonnamment, la fusion des deux opposés semble avoir donné une entité plutôt raisonnée. Room affirme bien qu'il n'a pas les réponses aux questions posées par l'ange, tout ne se calque plus sur sa certitude d'être triste. Il est désormais incertain car l'espoir du dieu marionnette s'est inscrit en lui. Et voilà pour ce qui est de la symbolique des masques. Ils sont une sorte de raison issue de la rencontre entre un personnage et un ange. C'est cette résilience qui donnera à Room la force de vaincre le complexe que l'ange décrivait comme une aberration. D'ailleurs, cette pièce elle est pour moi la salle de contrôle de l'âme en quelque sorte. Il y a déjà ce dessin sur le mur qui sous-entend une fusion entre les personnages, mais aussi ces traces noires verticales sur les murs qui se manifestaient déjà dans Burning.mp4 au moment où Room était ressorti. C'est pour moi une sorte de coulée de sang psychique émanant de cette plaie béante, la dépression d'Uriel exprimée par cet abîme dans lequel se terre Room. Cet épisode est un pivot dans l'univers de Boisvert car il s'agit de la fin, de la première phase de la dépression d'Uriel. L'espoir ne fait pas tout, et le combat cognitif brutal de Zoning Ordinance aura ses répercussions. Avant de replonger dans l'œuvre, je pense que je me dois de faire un léger disclaimer quant à la nature de Boisvert. Est-ce une analogue aurore, une ARG, un animé surréaliste ? Très sincèrement, je ne sais pas quoi répondre à cette question, mais je suis absolument convaincu que de nombreuses interprétations peuvent ressortir de chacun des épisodes de la série. Malgré que certaines symboliques évidentes ressortent plus que les autres, Boisvert est cryptique, voire incompréhensible par moments, et même si cela se lie particulièrement bien aux thématiques de la série, ça la rend souvent très compliquée à analyser pour ses éléments d'ARG notamment et son absence de lore confirmé. Je ne vous livrerai donc pas l'entièreté de ces éléments d'ARG que sont les codes Morse ou encore les QR codes, ça ne ferait certainement que vous embrouiller et je vais donc me restreindre aux éléments qui ont une réelle importance dans l'histoire. Je pense que c'était important de parler de ça et que nous pouvons retourner dans l'œuvre avec l'épisode qui suivait Zoning Ordinance, Ashes.mp4. Nous y voyons Uriel, qui semble reprendre des activités. Ceci dit, il est traqué par ce monstre qui le terrifie. Il le terrifie tant que Room est proche de reprendre le contrôle d'Uriel.
mais bizarrement, la créature finira par mystérieusement disparaître, laissant alors ces objets aux mains d'Uriel qui ne semble pas savoir quoi en faire. J'interprète cet épisode comme une forme d'espoir. Il est en quelque sorte lié à Burning.mp4, déjà à cause de son titre, Burning signifiant brûler et Ashes signifiant les cendres, et aussi car il met en lumière la transformation d'Uriel en Room. Sauf que cette fois-ci, il parvient à lui résister. La situation est loin d'être réglée, mais elle est bien moins alarmante que dans Burning, et je pense que cette vidéo représente une forme d'aide psychique externe, comme la présence d'un psychiatre, par exemple, dans la vie d'Uriel. Il semble effectivement tout mettre sur la table, entre guillemets, comme s'il dépeignait les tréfonds de sa psyché lors d'une séance chez le psy. Un psy qui le mettrait en face de ses souffrances, raison pour laquelle il est traqué par cette entité monstrueuse qui fera ressortir ses pensées sombres le temps d'un instant. Toutes ses souffrances et traumatismes lui reviennent en pleine face, mais c'est ce qu'il se doit de faire pour aller mieux. Et ces objets qu'il finit par acquérir sont peut-être ceux qui lui restent, ce qu'il a appris de ces événements. Et cette fois-ci, la présence de Room ne persiste pas, malgré qu'Uriel se sentait traqué par lui-même, par cet amalgame monstrueux des composantes de sa propre psyché. Qu'est-ce qui vient après les cendres ? Eh bien en tout cas cette vidéo, elle est l'une des vidéos privées accessibles par un QR code, et je pense qu'elle dépeint ce qu'il se passe à l'intérieur d'Uriel à la vue de ses réminiscences de traumatisme. Les mains veulent d'ailleurs dire « si tu le veux, va le trouver », illustrant certainement ce qu'encaisse Uriel dans l'espoir d'aller mieux. La suite contient une information cruciale. Nous voyons Room dans une tourmente certaine, il est probablement redescendu de son exaltation de Zoning Ordinance et le retour à la normale lui est des plus douloureux, comme peut le montrer ce texte flashant au début de la vidéo. Mais surtout, il y a ça, cette étrange créature et comme on peut le voir à son collier, et à ce symbole dans les lignes de dialogue, le complexe. Il n'est pas mort dans Zoning Ordinance, car tant que ses composantes continuent d'exister, il ne peut pas disparaître. Il arbore par contre cette face recousue, probablement pour illustrer la mort du dieu marionnette. Il a perdu une partie de lui-même et a dû se recomposer à sa manière, ce qui semble avoir en partie porté ses fruits, puisque Room est effectivement bien plus conscient qu'au début de la série. Your ideals will cost us everything. It will not matter when we speak. It will not matter when we sing. This is the only way in which it matters. Why are you still here? Why do you still call this place home? I am owed nothing. Where is your soul? What of your wings? They are forfeit. There is nothing more to say. Room pense avoir compris quelque chose. Les pulsions de l'homme bête les ont amenés à cet état chaotique. Il tente donc de s'en prendre à lui pour restabiliser l'état du complexe. Mais durant cette altercation, c'est le complexe lui-même qui viendra les interrompre. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que même si ces personnages ont l'impression à chaque fois qu'ils se battent de faire valoir ce qui est juste,
Ce n'est pas le cas du complexe. Il est une moyenne des personnages et est donc beaucoup plus nuancé. Il ne comprend pas vraiment ses combats, car pour lui, aucune de ses notions psychiques ne mérite plus que les autres d'exister. Il ressent juste à chaque fois de violents conflits cognitifs et ne demande fondamentalement qu'à ce que ça s'arrête. Regardez par exemple ce plan où les flèches pointent le corps du complexe à terre. On cherche clairement à faire comprendre quelque chose à Dogtooth. Mais en vérité, Room n'a pas plus raison que l'homme bête. L'ange d'ailleurs, qui est beaucoup plus nuancé, trouve bien qu'il y a des problèmes des deux côtés, ce qui le poussera à déplacer l'homme chien en direction de Room pour s'en prendre à lui. Et pour moi, cet épisode cherche aussi à mettre le doigt sur quelque chose d'autre. Depuis quelques vidéos, le chaos psychique est beaucoup trop violent pour que les personnages continuent d'incarner uniquement ce qu'ils incarnaient au début de la série. Regardez par exemple ce plan où des pics très similaires à ceux du dieu marionnette tentent de sortir du visage de Dogtooth. Aurait-il donc en lui une certaine quantité d'espoir à ce moment-là? C'est très probable puisque lors de ce combat, l'ange a clairement misé sur lui. Et la vérité, c'est que même s'ils sont à un moment donné de la série plus nuancés et mesurés, peut-être plus calmes tout simplement, il ne nous est pas garanti qu'ils continueront d'agir de manière cohérente. Je vous le rappelle, ils incarnent des amalgames d'émotions extrêmes et opposées. Le seul personnage qui a des agissements un peu humains, cohérents et compréhensibles, c'est le complexe, car il a toutes ses émotions en lui. Tout ça pour dire que les autres personnages n'ont pas besoin d'agir de manière cohérente. Ils ne sont pas cohérents et ne le seront jamais. Ils sont juste des émotions brutes qui peuvent avoir un impact négatif ou positif sur la psyché dont ils sont la composante. Et c'est peut-être ce qu'Xrimi a cherché à signifier. On ne comprend pas forcément nos émotions, et ce encore moins lorsqu'on est en proie à une dépression. Et c'est probablement à cette forme d'ambivalence que fait référence le titre de la vidéo, car si l'on s'intéresse aux sous-titres vers la fin de cette dernière, nous comprenons bien que par ce signe, Dogtooth vient de manifester à Room qu'il l'aimait. C'est ce qu'il cherchait depuis tout ce temps, un semblant d'amour-propre et de respect pour l'être dont il est une facette, et d'ailleurs en fouillant les liens cachés, on peut notamment arriver sur ce lien Imgur à partir des titres de toutes les vidéos cachées, qui est une lettre d'amour envers Room. Ces deux personnages ont momentanément disparu. Room a été comblé par l'amour, et Dogtooth a disparu suite à une forme d'apaisement du complexe. La santé mentale de l'âme en question semble vraiment aller dans le bon sens. Enfin, on est sûr de ça? www.blind est cryptique. La vidéo commence sur ces chaises tourbillonnantes en cercle, et il s'agit là pour moi d'un symbole qui était déjà présent dans certains liens cachés. Elle semble représenter, à la manière du penseur de Rodin, une position pensive, généralement cachée dans les vidéos représentant le plus le doute vis-à-vis de soi-même dans la série. Cette scène serait donc une réflexion accrue, un moment où les pensées d'Auriel s'enchaînent sans forcément de connotation négative ou positive. Au-delà de ça, la vidéo est très difficile à déchiffrer, mais ce qu'il en ressort, c'est peut-être que la vidéo précédente, A Love Letter, était un faux espoir. Tout n'est pas si simple et la psyché d'Auriel reste en proie à un tumulte permanent, à l'image de ses environnements. Ceci dit, la vidéo nous présente aussi un nouveau personnage, The Covenant, ou le Pacte en français. S'il peut s'avérer un peu angoissant aux premiers abords, il n'en est rien dans ses agissements. Il est clairement là pour aider Auriel à être apaisé, et son nom sous-entend probablement d'ailleurs une sorte de marchandage entre les personnages régissant l'âme. Et il semble même capable, en partie, de raisonner Dogtooth qui est réapparu. Il le sépare ceci dit de son couteau, démontrant alors sa puissance. Il peut momentanément séparer les personnages de ce qu'ils sont. À ce propos, le wiki le décrit comme une créature extradimensionnelle. Il est évident que sa nature n'est pas la même que celle des autres personnages, et pour le coup, mes interprétations par rapport à ce dernier restent les mêmes que dans ma première vidéo. Le Covenant est là pour ramener un semblant d'équilibre, et je pense qu'il est une sorte, soit de médicamentation, peut-être parvenue à la suite de Ashes.mp4, soit d'aide psychique externe si ce n'était pas déjà le cas dans Ashes. Ces agissements ne sont pas ceux d'une facette d'Auriel, il est bien trop calme et nuancé. Mon hypothèse est donc qu'Auriel suit maintenant un traitement, une médicamentation qui serait venue équilibrer ses neurotransmetteurs le temps d'un instant, ce qui aurait permis de calmer ses pensées autodestructrices. C'est là que son importance se situe, il est capable de parler à tous les personnages, comme à cet ange, par exemple, à qui il évoque une conversation avec Room qui se serait mal passée et lors de laquelle il se serait à nouveau renfermé sur lui-même. La vidéo se termine par un QR code, menant vers cette nouvelle prise de parole du Covenant que vous pourrez normalement comprendre sans problème avec les notions expliquées précédemment. Il semble clairement s'adresser à Room. A direct address to you. When I'm speaking, I speak to you.
Angels speak to me. I see someone beautiful, and he knows my name. This is what he would have wanted. Do you hear me? Angel Fall. La première fois que j'avais tenté d'analyser cette vidéo, j'ai énormément hésité sur beaucoup d'aspects symboliques de cette dernière, ce qui m'a amené à proposer quelque chose d'extrêmement limité dans ma première vidéo sur le sujet, mais en tentant de la comprendre pour la seconde fois, je me suis demandé si ce n'était pas l'épisode de Bois Vert le plus concret depuis Burning.mp4. Elle commence par cette scène. Cela nous annonce ce qui va suivre, si je reste sur ma symbolique de la réflexion. Il est fort probable qu'il s'agisse là d'un fort moment de doute pour Uriel. Contrairement à That Blind, les chaises sont très nombreuses. Il y a clairement quelque chose de tumultueux dans leur mouvement, d'excessif, comme si cette réflexion demandait trop d'énergie sans apporter grand-chose. Voilà une preuve supplémentaire que le Covenant n'est pas de la même nature que les anges. Dogtooth a toujours la même animosité envers ces derniers. Les pulsions autodestructrices sont toujours présentes et semblent cette fois-ci réellement perturber la pensée consciente. Il la blesse de son couteau après avoir été traqué dans cet environnement brutaliste. C'est à ce moment-là que l'ange libérera cette entité à la tête de cheval, certainement venue pour attaquer Dogtooth. Encore une fois, le Covenant s'interposera dans le but de raisonner un homme bête haletant qui semble avoir été épuisé par ses propres pulsions. La vidéo cache aussi ce QR code qui nous redirige vers un fond noir avec un bruit blanc durant plus de 20 minutes. Bon, rassurez-vous, ce n'est pas tout. Il n'y a pratiquement pas d'espace lorsque vous faites de la place sous un récit. Vous le faites dans un but bien précis, c'est un moment de peur. Je parle encore, votre respiration s'accélère dans l'espace que vos choix vous ont laissé. Vous vous gorgez d'oxygène, vous le déchirez en lambeaux avec vos dents. Vous êtes plus narratif que l'homme. Dieu est fier, et je suis malade. À partir de là, nous rentrons dans la dernière partie de la série. Ces 9 derniers épisodes sont les plus bizarres, les plus cryptiques, et je pense que toutes ces nouvelles informations étaient déjà assez lourdes, et que je me dois de clarifier quelques éléments. Les anges ont été dépeints durant toute la série comme des êtres omniscients, particulièrement puissants, mais après avoir vu Angel Fall, ils ne semblent peut-être pas si fiables que ça. Ce ne sont pas des anges au sens pop culture du terme entre guillemets, mais au sens biblique du terme. Ils sont beaucoup plus inquiétants et ne seraient certainement pas dépeints de la sorte s'ils n'avaient pas dans leurs agissements quelque chose de monstrueux. Ils sont pour moi une composante de la psyché comme les autres, peut-être toujours cette pensée rationnelle, mais une pensée rationnelle qui manque de compréhension émotionnelle vis-à-vis de l'être dont elle est la composante. Elle tente de réprimander ses pulsions sombres sans les comprendre, en libérant cette entité bizarre qui incarne d'ailleurs probablement cette forme de droiture, l'uniforme,
les clous pointus tournant autour de sa tête de cheval, un animal qui nous évoque évidemment la conquête, la guerre en quelque sorte. Les anges ne sont pas entre guillemets meilleurs que les autres personnages, on assiste juste à une peinture psychique, celle de la dépression d'Uriel à la manière d'un tableau de la mythologie grecque, où les dieux se battent sur fond d'un surréalisme évasif dans ses traits, contrasté, parfois même brutaliste. L'imagerie religieuse est omniprésente dans Boisvert. Les noms de certains personnages, Uriel, une entité inconnue que l'ange appelle le dieu silencieux, ses versets bibliques, bref, c'est une réelle composante de la série. L'âme d'Uriel est dépeinte comme un lieu sacré, une arène où des forces surnaturelles se font face, alors qu'elles gagneraient toutes à s'accepter mutuellement. Encore une fois, il n'y a aucune certitude à ce niveau-là. J'essaye simplement, peut-être à tort par moment, de comprendre une série par laquelle j'ai été touché sans véritablement comprendre pourquoi lors de mon premier visionnage, car justement, je n'avais rien compris. Boisvert est ce tableau symbolique, peut-être mythologique mais surtout abstrait, et imposer mes hypothèses comme des certitudes ne serait pas respecter l'œuvre d'X-Rimi. Je me dois donc de vous prévenir une dernière fois. À partir de là, l'abstrait va s'accentuer, l'immersion aussi en vérité, et nous rentrons dans ma partie préférée de la série, celle que je n'avais pas traitée dans ma première vidéo. Replongeons une dernière fois dans Boisvert. Painless est un épisode sombre, vraiment très sombre. Of 12 days of age was lost. It did that the entire system was bleeding. Nous entendons une voix, certainement celle du Covenant, qui semble nous conter lui-même les événements afin que nous puissions avoir un semblant de compréhension de ce qu'il se passe, et au vu du ton de sa voix, il est clair qu'il se passe quelque chose d'important. À l'âge de 12 jours, le système entier saignait un message de mort, et c'est elle dans un espace que la narration commence. La question a été posée, croyez-vous en la forêt? Voyez-vous les arbres? Entendez-vous le cri des oiseaux? La réponse vint, non. Car il n'y a pas de douleur ici. Réfléchissez encore un peu. Croyez-vous au ruisseau? Sentez-vous l'eau? Goûtez-vous ce qui a coulé le long de ses rives? La réponse fut non, car il n'y a pas de douleur ici. Une proposition a été élaborée et présentée. Vous pouvez certainement croire au champ. Ne voyez-vous pas l'herbe? Ne courez-vous pas avec les chiens? Il s'est retourné contre eux avec rage. Mais quelle estimation avez-vous déterminée pour ce qui est faisable? Personne, parmi les générations divisées, n'a pu se tenir là où je me suis tenu et livré à votre compassion. Combien de plaisanteries, combien de mots codés, de tournures de phrases faudra-t-il pour masquer le fait que je saigne encore? Une imagerie est omniprésente dans la vidéo, celle de l'automutilation, mais je ne suis honnêtement pas sûr qu'elle le soit au sens littéral, mais uniquement pour ce qu'elle incarne. Je m'explique. Ce titre témoigne d'une triste ironie. Uriel s'est trompé dans son combat mental, il s'est complètement renfermé sur lui-même au point de ne plus voir les éléments autour de lui qui pouvaient autrefois l'apaiser. Il commence à se rendre compte qu'aucun outil miracle ne le sauvera, qu'il se devra à un moment donné de se faire face et d'isoler la source de son mal. J'interprète donc réellement cette vidéo comme la plus grande des résiliences, une résilience qui se manifestera sous la forme de cette nouvelle créature, appelée aussi Painless par le wiki. Il est cette entité avec une serrure en plein milieu de son visage, et ce passage nous montre bien qu'il n'existait pas avant cette vidéo. Painless est né dans cette vidéo, et ce qui me rapproche de la conclusion qu'il est le témoignage du chemin mental qu'Uriel a dû traverser, c'est ce passage. None among the generations divided could stand where I have stood and deliver unto you compliance. How many pleasantries, how many code words and turns of phrase will it take to plaster over the fact that I still bleed? Il a en lui des clés. Il est une idée changeante que la guérison progressive d'Uriel transfigure. Il ne fera pas que du bien au sens commun du terme, car il est la vérité qu'Uriel ne souhaitait pas voir, et qui fait cette fois-ci, armé de sa clé, littéralement mal ou complexe.
Uriel commence à comprendre certaines choses, que sa guérison doit aussi venir de lui, et surtout de son acceptation vis-à-vis de lui-même. Il souffrira encore dans le but de se soigner, mais au moins il en a pris conscience, et ne sera plus dans une désillusion idéalisée de sa guérison. Et je pense d'ailleurs que cette vidéo se passe bien après celle qui suit, intitulée « Zéro ». Si vous activez les sous-titres de cette vidéo-ci, vous pourrez lire la phrase « Tuer le saint ». Quietly, and he will burn softly as he steps, and as he steps 5 days ago, from now ago, and as he leaves. Le saint, c'est clairement ce personnage en robe blanche qui ressemble beaucoup au Covenant. Cette version transfigurée de Room en a après lui. Il est suivi par ses chiens, mais surtout, il s'est lui aussi trompé. Son amour est absent, puis loin, puis naissant, mais surtout, il n'était pas ici, et ce depuis le début. Il avait beaucoup trop de choses à comprendre en lui, comme le témoignent ces choses l'entourant, possédant les mêmes serrures que Painless en guise Dieu. Il en voulait à ceux qui voulaient l'aider car il était persuadé que cela serait vain. Il finira donc par renier cette aide, la réduire à néant et tuer le saint, l'aide que l'on souhaitait lui donner. Ce qui me fait dire que cette vidéo se passe après tout le reste de la série, c'est déjà l'apparence de Room. Room représente toujours une forme de souffrance, mais une souffrance qui évolue et qui n'a pas forcément toujours les mêmes causes. Il a renié l'aide qu'on souhaitait dans un premier temps lui prodiguer, et la souffrance d'Uriel a donc atteint sa forme finale, celle du Room triangulaire de Take Care. Mais surtout, j'apprécie beaucoup cette analyse en commentaire qui considère cet épisode comme un adieu par rapport à Room. Room symbolise la façon dont l'engagement envers notre art ou d'autres objectifs peut devenir dévorant au point de se faire du mal, comme le reflète la rage aveugle de Room. Cela est confirmé par la lettre d'adieu littérale que Boisvert adresse à Room dans l'épisode de la lettre d'amour. Il a déclaré qu'il voulait lâcher Room pour pouvoir enfin être libéré de l'engagement dans ce projet. Voilà peut-être la souffrance que Room incarne réellement, la pression de rester le même en mettant de côté notre souffrance, l'envie de continuer d'avancer de la même manière alors que tout cela nous fait souffrir, que tout reste inchangé alors que tout a déjà changé.
Cet épisode est pour moi la situation initiale, l'étape 0 de Boisvert. Quelqu'un a peut-être pu sentir que Uriel allait mal, mais il a renié son aide, étant persuadé qu'il allait encore assez bien pour continuer. Tell Them est une sorte de clip musical. Sa symbolique reste néanmoins très similaire à la vidéo suivante que je trouve plus intéressante, très honnêtement, Night. I will pay a price by my failures. And I will make my covenant between us, and the sky will be bright, and I will be silent. And the sky will be bright, and I will be silent. And the sky will be bright, and I will be silent. And the sky will be silent, and I will be bright, incandescent as Elohim. Cette créature que nous pouvons voir porte le nom de Night, pas vraiment comme le nom de l'épisode, mais comme un chevalier en anglais. La symbolique du chevalier nous évoque évidemment un personnage potentiellement dangereux, ou du moins un combattant. Mais la vérité, c'est que son nom joue clairement sur l'homophone. Il est donc aussi probablement une manifestation de la nuit. Je pense que ça a son importance, car la nuit, c'est le moment où on est le plus seul face à nous-mêmes. Les stimulations extérieures sont bien moins présentes, et nous sommes dans ce genre de moment soumis, en quelque sorte, à la soupe chimique de neurotransmetteurs régissant notre humeur. C'est le moment où les pensées les plus sombres ressortent, car aucune stimulation ne les arrêtera. Elles s'enchaînent, et pour quelqu'un qui souffre de dépression, elles peuvent être particulièrement lourdes à porter, en plus couplées à la panique de ne pas réussir à s'endormir à cause de ces mêmes pensées. Boisvert nous présente de nombreuses créatures dans cette dernière partie de l'œuvre, des créatures probablement plus abstraites qui concernent des notions moins précises peut-être que l'autodestruction, la souffrance mentale par exemple. Night est peut-être la chimère chaotique de toutes ces pensées intrusives arrivant pendant la nuit, qui viendraient assiéger sa psyché à la manière d'un chevalier. Ceci dit, au bout de quelques heures, le ciel redevient à nouveau lumineux, la nuit se termine, les angoisses diminuent, ce qui permettra à ces entités cauchemardesques de disparaître, ou du moins de changer. Le ciel sera brillant, et je serai silencieux. Le ciel sera silencieux, et je brillerai. Uriel regagne cet esprit de conquête sur lui-même, sa volonté ressurgit au petit matin. C'est encore une fois ce que symbolise pour moi le cheval, une volonté qui lui permettra de se faire face dans la suite.
Cette scène ressemble beaucoup à 6.mp4, mais cette fois-ci, Room ne ressort même pas le temps d'un instant. Il n'existe plus car la vision d'Auriel sur sa souffrance a changé. Il ne la voit plus comme une créature démoniaque qui le suit partout où il pourrait aller. Il sait qu'il n'est pas indissociable de Room et qu'il ne doit pas se caractériser par sa tristesse. Sa résilience lui permet désormais d'avancer. C'est donc après avoir extrait cette masse informe de sa propre tête qu'il affirmera « We could live ». Il a compris que sa situation n'est pas sans issue malgré le flou permanent dans lequel il se trouve. Il explore son propre esprit, se confronte à ses peurs, ses doutes et autres entités bizarres qui le peuplent. Pour la première fois, il est dans une réelle introspection qui lui permettra de se comprendre. Auriel a allié toutes les composantes de sa psyché, son apparence n'est plus très rassurante, mais il réussit à travailler sur sa douleur. Boisvert se termine avec ses 4 vidéos, Sequence 1, 2, 3 et 4. Dans la première, on semble explorer l'esprit d'Auriel, retracer le chemin qu'il a lui-même parcouru. Painless est à nouveau présent et il tombera nez à nez avec cette créature monstrueuse. C'est probablement les dernières chimères psychiques d'Auriel. Mais pourtant cette chose terrifiante tend la main vers nous. Auriel a aveuglément cherché quelque chose, pensant que son propre esprit lui jouait des tours alors qu'il fallait penser de la manière inverse, le voir comme quelque chose avec lequel il devrait travailler. Il y avait une porte cachée. Il suffisait de lever les yeux, d'avoir un regard plus éloigné et d'avoir un peu de recul sur la situation pour voir que tout ce combat n'était pas vain. Docto finit alors par se poignarder lui-même. Il semble s'en vouloir d'avoir pensé qu'il n'y avait plus espoir. Nous voilà alors dans ce terrain vague, aux abords d'une structure similaire à celle d'Angel Fall. Ces personnages drapés de noir portent des drapeaux blancs, tachés de sang et semblent se réunir en mémoire de quelque chose. Voilà où en est vraiment Auriel. Il a fait la paix avec lui-même. Ses composantes psychiques incarnent désormais tous la même chose, l'envie de paix et d'avancer ensemble, exprimée par le drapeau blanc, malgré la guerre passée qui a laissé du sang sur ces derniers. L'ange lui aussi paraît bien plus paisible. Doctooth est le seul personnage du début de l'histoire encore présent, et il n'est plus la violence par rapport à soi-même, mais une sorte de confiance, une violence qui a été sublimée pour se transformer en rage de vaincre pour surmonter les idées noires. Il est la part d'Auriel qui se devait le faire de plus de chemin, et il l'a fait. Son crâne apparent démontre ce changement. Il est maintenant une composante psychique raisonnable, ce qui permet à Auriel de faire la fin du chemin seul, de se séparer du Covenant. Doctooth a toujours la capacité de tuer les autres entités, mais il dissocie ce qui est bon et mauvais pour lui.
C'est dans un dernier combat, facile pour lui d'ailleurs, qu'il les supprimera. Il ne reste désormais plus que la confiance d'Uriel en lui et en ses émotions. Il semble aller mieux. Lors de la création de cette vidéo, j'ai été amené plusieurs fois à me poser une question. Une question à laquelle je n'ai actuellement toujours pas répondu. Est-ce que j'ai bien fait d'essayer d'analyser Boisvert ? Et la raison pour laquelle je me la pose, c'est pas parce que c'est un terrier de lapin abyssal que j'ai la flemme de creuser. Non, justement l'inverse en fait, car à mesure que la série devient de plus en plus cryptique, elle donne d'autant plus envie de creuser et développe un aspect encore plus sincère. Et plus elle me semble sincère, plus mon envie de l'analyser se transforme en une sensation de malaise, comme si je regardais quelque chose qui ne me regardait pas. Et je ne m'étais pas posé cette question lors de la première vidéo pour une raison assez évidente en fait. Ce sont les derniers épisodes qui possèdent le plus de fenêtres sur la vision qu'a le créateur de son œuvre. Par exemple, ce commentaire qui théorisait sur l'un des épisodes se basait sur ce texte caché durant la vidéo, où nous comprenons que Room est une manifestation changeante de la pression que se mettait X-Rimi par rapport à Boisvert. Et ça aussi, ça m'a beaucoup mis le doute par rapport à la pertinence de cette vidéo, parce que ces messages cachés sont incommensurablement nombreux, et même si certains précisent des symboliques, d'autres ajoutent des doubles sens ou des éléments qui nous poussent en permanence à extrapoler et remettre en question ce que nous venons d'interpréter. On va essayer d'associer des choses qu'on a pu vivre, parce que la peur de soi-même, la peur des souffrances émanant de notre propre cerveau, c'est terrifiant, et d'autant plus lorsqu'on croit reconnaître des symboliques qui nous rassureraient, mais qui seront en permanence remises en question par ce qui suit. Et au final, cet aspect déstructuré se mêle assez bien aux thématiques de Boisvert. La dépression peut être un cycle, elle peut se calmer, certes, mais peut revenir. Et d'ailleurs, ce que je ne vous ai pas dit dans la partie précédente, c'est que Boisvert a 2 derniers épisodes qui vont complètement dans ce sens et qui sont disponibles dans l'onglet Short de la chaîne YouTube. La première est assez cryptique, assez typique des vidéos de Boisvert en vérité, et la dernière en date dépeint Room et le décrit comme un menteur. Vous l'avez compris, probablement. Room n'a pas vraiment disparu, tout est beaucoup plus compliqué que ça. Boisvert est un terrier de lapin abyssal que son créateur diffuse par différents moyens à la manière du Dr Nowhere, dont j'avais déjà pu parler sur la chaîne. Plein de nouveaux personnages aux symboliques probablement présentes là aussi, mais que nous n'avons jamais vus dans les vidéos. L'univers d'X-Rimi s'étend par exemple sur Instagram, ou encore simplement à travers la quantité folle de vidéos et d'images cachées diffusées dans la série. Sans oublier évidemment ce qui développe l'univers en nous, entre guillemets. Des réflexions portant sur des symboliques bien plus difficiles à comprendre, et sur lesquelles je suis honnêtement incapable de vous dire quoi que ce soit. Par exemple, regardez ces 2 personnages à tête de cheval. L'un que j'avais considéré comme Knight et l'autre étant la créature bizarre d'Angelfall. Leurs caractéristiques sont les mêmes, mais pas leur corps. Qu'est-ce qu'on cherche donc à nous dire ? Qu'ils sont le même personnage ? Ou que l'on doit se raccrocher uniquement à la symbolique du cheval ? Ou peut-être même que je raconte n'importe quoi et qu'ils ont juste des têtes de chevaux parce que X-Rimi trouvait ça cool graphiquement ? J'abuse peut-être un peu avec cet exemple, mais tout ça pour dire que Boisvert a généré tant de questions en moi que je ne suis toujours pas sûr que faire ces vidéos était une bonne idée. Je vous recommande néanmoins de regarder au moins les vidéos de la chaîne YouTube, car l'œuvre est graphiquement magnifique, je trouve. Sa profondeur, due à son ouverture, saura probablement toucher les gens sensibles à ce type d'œuvre abstraite. Néanmoins, faites attention, ne vous perdez pas dans des surinterprétations, et surtout considérez Boisvert comme une œuvre vraiment ouverte. Certaines symboliques sont évidentes, d'autres le sont moins, et d'autres n'ont peut-être même pas été créées dans le but d'être interprétées. Vous l'avez compris, si j'ai fait 2 vidéos sur Boisvert, dont une représentant entièrement la première, c'est parce que cette œuvre m'a marqué et touché, que je me devais de développer ce qu'elle a pu m'apporter. Je pense sincèrement que c'est une œuvre culturelle importante. Elle n'est peut-être qu'un exutoire absolument sincère et personnel, mais le fait est que ses symboliques, ses thématiques et sa violence étrangement bien dosée permettent d'amener, au travers de son surréalisme glaçant, une approche ouverte sur un sujet extrêmement important et souvent maltraité, justement, car les gens essayent d'en faire un dogme, de considérer ce qu'ils auraient pu entendre et vivre dans un premier temps comme universel, et par conséquent,
de mettre de côté l'expérience de beaucoup de gens. Peut-être que l'art est le seul moyen de faire parvenir son propre exutoire au public afin d'encourager les gens qui souffrent à chercher de l'aide ou à réduire leur solitude en leur présentant une expérience de la même nature mais avec une approche plus ouverte. Je n'ai aucune prétention avec cette vidéo. Je vous ai proposé mon interprétation influée par les messages cachés, QR code, code Morse, vidéos cachées et autres que je n'ai évidemment pas tous présentés dans cette vidéo, mais je ne connais pas Xrimi, ni son vécu, ni sa réelle intention avec Boisvert. Sachez tout de même qu'initialement, la première vidéo ne s'appelait pas Take Care, mais avait un nom qui se référait au confinement de la pandémie de Covid-19, période lors de laquelle cette vidéo était sortie. C'est pour moi assez probable que Boisvert parte de là, et peut-être même que cette vidéo n'était qu'un exutoire momentané, une vidéo qui n'était pas censée avoir de suite, jusqu'à ce qu'Xrimi trouve le moyen d'extérioriser quelque chose avec ses œuvres, malgré que la pression qu'il se mit à certains moments le poussa à s'enfermer dans ses idées sombres sur lesquelles il ne cessait de travailler. Voici ma vision de Boisvert. J'ai essayé d'être moins dogmatique que dans ma première vidéo, et si vous avez des interprétations, faites-m'en part en commentaire. On a tous un vécu différent qui nous amènera probablement à des interprétations différentes aussi de ce genre d'œuvre artistique abstraite. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, et surtout rappelez-vous que la dépression est une maladie, que ce n'est pas une honte de souffrir ni de se faire aider. Merci de m'avoir écouté. Portez-vous pour le mieux d'ici là, et à la prochaine.